Bon, la Russie est aujourd'hui dans un cycle de puissance qui est traditionnel sur la longue durée de son histoire, un cycle de puissance en pleine ascension. Et surtout, la Russie perçoit aujourd'hui les Européens. Et quand je dis les Européens, ce sont aussi les cénacles dissidents et identitaires, quoi qu'on en dise. La distinction entre occidentaux et nous n'est pas faite par la majorité des Russes, y compris leurs élites. Elle nous perçoit comme faibles, elle nous perçoit comme désemparés, elle nous perçoit comme en attente presque d'un sauveur providentiel. Donc c'est en cela qu'elle a développé son nouveau discours conservateur, mais bon, nous allons en discuter plus précisément. Donc la question se pose de savoir si aujourd'hui, il ne faut pas peut-être plus que réfréner une certaine russophilie, ou un certain russocentrisme, et se poser la question de la pertinence d'un alignement pur et simple, d'un alignement inconditionnel sur Moscou. Sur une puissance qui ne nous veut pas forcément que du bien. Alors, qui lance les idées? Arnaud, qui ne s'est pas trop exprimé. Donc Arnaud, récemment, ces derniers temps, vous avez pris position officiellement au nom du MAS, donc du Mouvement d'Action Sociale, sur cette question qui ne nous a pas valu que des acquiescements, que des amitiés, voire davantage. Je crois que cette question s'avère plus que jamais clivante, avec toutes les passions qui sont associées. Alors, pouvez-vous revenir un petit peu sur vous, votre analyse, votre vision des choses, et puis aussi peut-être les réactions que ça a pu engendrer. C'est très simple. Pensez qu'il y a une possibilité un jour, et qu'elle serait peut-être bonne d'ailleurs, d'un partenariat équilibré entre l'Europe et la Russie ne signifie pas être russophile. Voilà. J'ai beaucoup d'amitié pour le peuple russe. Russolâtre même. Ni russolâtre. Voilà. Encore ces termes-là, bien sûr, sont réducteurs. J'ai beaucoup d'amitié pour le peuple russe, et il me semble que je ne comprendrais pas qu'on n'en ait pas, d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir des camarades en Russie, dans les milieux militants, d'en connaître aussi par des structures sportives. Ce sont des gens extrêmement sympathiques. Voilà pour le peuple. Une fois que l'on a dit ça, il faut poser la question de qui dirige la Russie, et est-ce que la Russie représente réellement cette alternative au monde américain ou occidental ou décadent ou hégémonique, etc., ou nouvel ordre mondial. Enfin, il y a énormément d'acceptation. Est-ce que nous sommes dans une opposition très claire, et est-ce que, puisqu'il faut bien le nommer, monsieur Vladimir Poutine incarne une forme de révolte, de rébellion, de non-alignement, de pôle alternatif? Au MAS, très simplement, nous avons répondu par un questionnement. Voilà, on s'est dit, au départ, effectivement, il y a un peu, de manière médiatique, des signes intéressants de la part du pouvoir russe, mais quand on réfléchit, qu'on cherche un peu plus longuement les ressorts profonds du pouvoir, on s'aperçoit que c'est moins évident, qu'on est dans un système très complexe dans le pouvoir russe, avec des cercles oligarchiques très intéressés à la finance internationale, des participations croisées, des gens très investis dans l'économie capitaliste, ce qui nous a fait finalement prendre une position précautionneuse et dubitative vis-à-vis du pouvoir russe, pour ne pas dire clairement oppositionnel sur certains plans, partant du principe que Poutine peut avoir des ressorts conservateurs intéressants, mais qu'en dehors de ça, il fait pour nous, aujourd'hui, objectivement, partie d'un continuum de gestion. Il est un nouvel élément de gestion oligarchique à l'échelon planétaire. Voilà. Nous ne croyons pas du tout qu'il représente une manifestation d'une altérité, d'une voie euro-russe, si on veut l'appeler comme ça, sans parler de l'eurasisme, qui est une autre mouture. Voilà. Donc ce positionnement qui a été de dire, écoutez, il y a des choses intéressantes, mais on n'est pas, j'ai pas un portrait de Vladimir Poutine sur mon bureau, hein. Je n'ai pas l'attitude du fan, du suiveur. Donc oui, je pose des questions, et ces questions, on les pose à partir d'un autre principe très simple, c'est que nous sommes européens. Nous sommes européens, nous sommes français et européens, et donc notre positionnement, il est européocentré. Nous questionnons les Russes, voilà. Nous questionnons la Russie, et nous avons le droit de le faire. On nous l'a dénié, on nous le dénie encore, on le dénie à d'autres, en disant que
émettre une opinion interrogative sur la Russie, voire apporter des éléments de contradiction, voilà. C'est trahir. C'est être un agent de la CIA, c'est faire le jeu des Américains. On peut égrener la litanie. Et on retourne dans un cloisonnement de pensée, dans une pensée binaire permanente, avec nous contre nous, en oubliant le fondement, les fondamentaux, à savoir que nous parlons d'abord d'un socle, le nôtre. Mais c'est-à-dire je ne vais pas m'excuser d'être français et européen. Non, mais surtout je suis ni américain ni russe. Et les Russes ne sont pas forcément complètement européens non plus. Nous devons les poser ces questions et les traiter à fond. Voilà. C'est vrai qu'on voit très largement aussi, d'une certaine manière, que beaucoup de principes, beaucoup de valeurs ont été remisées au placard, pour pas dire plus. En 6 mois. Dans la mesure où l'Ukraine a le malheur de se situer dans le sillage de Vladimir Poutine, dans la sphère presque exclusive de Vladimir Poutine, dans des fois aussi certains principes qui nous sont chers, comme celui du droit des peuples, comme celui des valeurs d'identité, comme celui aussi d'une certaine lecture de l'histoire, sont purement et simplement évacués. En fin de compte, on s'aperçoit que pour beaucoup, on se pose uniquement en s'opposant, mais on ne détermine plus au nom de quoi nous combattons de certaine manière, et surtout ce positionnement par rapport à un système de valeurs, par rapport à une vision du monde, doit impliquer logiquement, imparablement, inévitablement. Jean? Non, mais une simple remarque par rapport à la question ukrainienne, très rapidement. Ma principale surprise, c'était de voir en définitive comment finalement ces mouvements identitaires, patriotes ukrainiens ont été traînés dans la boue très rapidement. Moi, une simple remarque. Bon, je suis à la fois j'écris des articles et à la fois je suis aussi militant. J'oublie pas que par exemple, qui a rendu hommage en Europe à Dominique Vénère lors de sa mort, les Ukrainiens, les Italiens. Et les Italiens. Oui. Mais je veux dire en dehors des Italiens, des Français. Ukrainiens. Non, mais les Ukrainiens. Bon, ça, évidemment, on passe ça, j'ai l'impression, sous silence. Moi, depuis que j'ai commencé à fréquenter les sphères de la post-nouvelle droite, on va dire, j'ai toujours vu l'Ukraine comme étant un pays où la renaissance identitaire païenne et européenne était très forte. Enfin, que ce soit par la musique, par les traditions, par beaucoup de choses, par beaucoup de courants. En conséquence de quoi, je me suis étonné qu'il n'y ait pas une approche plus mesurée, qui a été celle de notre mouvement, de dire les Ukrainiens ont le droit à leur État, ont le droit à la souveraineté, ont le droit de défendre leur voix, puis après tout c'est leur pays, ils en font un peu entre guillemets ce qu'ils en veulent, ceux qui choisissent leur voix. Et de l'autre, on peut quand même avoir un partenariat, si on veut économique, c'est pas du tout exclu, avec la Russie qui est une grande puissance régionale ou sous-continentale. À noter aussi une chose, il me semble, et je vais abonder dans les propos d'Arnaud, que quand on a une vision d'État, on peut très bien dire du point de vue de l'État, je suis avec les Russes sur la Syrie, je ne suis pas avec eux sur l'Ukraine. On peut très bien avoir ce type de position, on peut dire je suis avec les Russes à tel endroit, je ne suis pas avec eux sur tel autre territoire. Je ne comprends pas pourquoi on devrait systématiquement s'aligner sur leur vision géopolitique, un peu comme les pro-américains, d'une certaine manière, s'allient systématiquement sur la vision américaine du monde. Voilà, on doit défendre, et je vais en terminer là pour pas parler 2 heures, mais on doit défendre notre vision géopolitique, nos intérêts. Et ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu, et c'est une des grandes questions que nous nous sommes posées, c'est quels sont nos intérêts finalement, qui sommes-nous, quels sont nos intérêts et que devons-nous défendre? Et que proposons-nous d'ailleurs à nos populations, à nos peuples, à nos militants, quel projet défendre? Juste une petite parenthèse. On avait manifesté à Lille lors d'un événement qui restera pas dans les mémoires mais qui s'appelait Jour de colère, et où on avait manifesté avec une banderole pour une autre Europe, ce qui était voulu, puisque c'était pas non à l'Europe, machin, fait une opposition un peu comme ça frontale à l'Europe, mais de dire voilà, une autre Europe est peut-être possible, laquelle, discutons-en, et ainsi de suite. Voilà. Alors avant d'interroger Gabriel, oui, quelques petites précisions là, ce que vous venez de dire, Jean. Donc je crois effectivement ce qui a pu frapper les esprits, c'est que dès le début de cette affaire, on a eu des réactions pavloviennes qui ont réagi à propos de mantras, de visions réductrices, où on a plaqué des schémas qu'on a pu constater dans d'autres parties du monde ou à d'autres époques. Or tout de suite, ça a été voilà. Les Ukrainiens, bien sûr, ne sont que des pions, ne sont que purs objets
n'étaient pas perçus comme aussi acteurs de leur propre destinée. Et encore, c'est gentil, ça. Oui, c'est gentil, oui, je reste gentil. Et là, tout de suite, on dit, ça y est, c'est un complot de la CIA, c'est encore les États-Unis qui essaient de refouler la Russie davantage sur ses frontières, c'est l'OTAN qui est à la manœuvre, la M6, le Mossad, etc., etc. Enfin bon, je simplifie, bien sûr, à l'extrême. Et surtout, bon, ce qui était montré, c'est que, bon, on avait une sorte de réductionnisme géopolitique, qui montrait ses limites. Et surtout, bon, de la part souvent, bon, de publicistes, de primitifs, d'acteurs vigilants des réseaux sociaux, bon, qui montrent souvent un manque d'épaisseur historique, un manque de connaissances. Bon, ce qui apparaît, ce que moi je n'ai cessé de dire, je continue à dire dans cette affaire, c'est qu'il y a bien sûr plusieurs déterminants qui ont mené au déclenchement de ces événements et à leur poursuite. Mais un des déterminants que l'on néglige volontairement et involontairement de manière funeste, et qui pour moi est un des principaux déterminants, c'est avant tout un déterminant identitaire. C'est-à-dire que bon, pour les Russes, l'Ukraine qui se tâche de s'émanciper de cette tutelle, de cette vassalisation pesante et multiséculaire, c'est comme leur arracher un bras. C'est-à-dire quand tout le principal déterminant est identitaire. Or bien sûr ensuite il y a des facteurs géopolitiques, des facteurs économiques, des facteurs militaires, des facteurs stratégiques. Mais l'OTAN n'existerait pas, l'UE n'existerait pas, que la situation serait quasiment identique. C'est ça aussi que beaucoup d'auditeurs doivent comprendre, c'est que ces questions civilisationnelles, ces questions mémorielles, ces débats, ces contentieux qui n'ont pas été réglés, sont primordiaux pour commencer à comprendre ces événements. Et ce que nous avons surtout déploré, c'est que si nous étions dans un schéma rationnel, il aurait été beaucoup plus productif pour les Russes de régler les contentieux avec les Ukrainiens, comme ce fut le cas entre nous, Français et Allemands, avec De Gaulle et Adenauer, de le régler, de soutenir de la part des Russes les forces qui sont véritablement anti-libérales, anti-occidentales en Ukraine, et qui ne sont pas, contrairement à ce que dit une certaine propagande, des russophobes impénitents, c'est-à-dire les nationalistes ukrainiens. Ils auraient dû signer un modus vivendi, comme ce fut le cas souvent dans le passé. Il n'en a rien été. Dès le début, il y a eu un blitzkrieg médiatique qui a été lancé par Moscou pour dépeindre les patriotes nationalistes ukrainiens sur les traits, les pires traits, bon, à savoir bien sûr aujourd'hui ce qui demeure la lingua franca de Moscou à Washington, la réduction ad Hitlerum, donc la diabolisation antifasciste, anti-nazie. Alors justement, dans ce sillage, dans cette perspective, Gabriele, vous aussi avez pris des positions, on va dire, anti-confort un petit peu, qui sortaient du lot. Vous avez repris un petit peu cette image de Yalta. Vous avez souvent qualifié, et d'ailleurs que les faits ont vérifié, c'est-à-dire la réaction tiède de l'Occident, d'une OTAN qui est en période de basses eaux, qui a plus réagi qu'elle n'a agi dans cette affaire, y compris les États-Unis, y compris un peu le train en marche. Donc vous avez souvent comparé ces événements à une sorte de nouveau Yalta, qui est plus ou moins concerté entre occidentaux et russes. Vous avez aussi tenu des positions paradoxales en disant je soutiens le Pravý Sektor, c'est-à-dire une des incarnations du nationalisme ukrainien joué sur le terrain, et la Russie ou Poutine, enfin plutôt, je pense plutôt la Russie. Donc pouvez-vous un petit peu revenir sur vos positionnements, Gabriel, surtout que vos articles n'ont pas souvent été traduits. Allons-y. Hein? Alors, tout d'abord, ça me fait rigoler un tout petit peu l'histoire parce que je crois d'être le seul, s'il y a quelqu'un d'autre, je voudrais bien le connaître, le seul en absolu de toute l'extrême droite mondiale qui a été l'objet d'un mandat d'arrestation créé par un chef de la CIA, Michael Ledin. Donc, oui, Michael Ledin, oui, qui filme. Alors, et mon propos n'est pas du tout pro-américain, au contraire. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, on se sent obligé de le rappeler. Oui, ça, si. C'est effrayant. Alors, si j'allais écrire des mémoires sur cette époque-là, je pense que le titre, ce serait « Année de vent et semelle de plomb ». Parce que le problème, c'est que il n'y a aucun... Je vois dans toute l'extrême droite, pas toute, mais la grande partie de l'extrême droite européenne, et je ne parle pas de l'Ukraine, je parle de tout, il n'y a rien qui tienne debout. Il y a seulement une attitude de voir les choses de façon en cherchant un sauveur, en cherchant un truc qui puisse aller, une révolution faite par d'autres, et à la place d'avoir ce qui est le vrai révolutionnaire, la tête
froide et le cœur chaud, ce sont tous des gens avec le cœur froid et la tête chaude. Donc nous avons un grand problème, c'est nous. Ceci dit, je parle assez entre nous qui peuvent avoir au moins la tête froide. J'espère d'en trouver aucun avec le cœur chaud, mais je désespère un peu là-dessus. Alors, quand on fait une analyse, ça n'a rien à voir avec l'idéologie et ça n'a rien à voir avec les souhaits. Après, les souhaits et l'idéologie rentrent sur les faits de les analyses. Alors, l'analyse est la suivante, c'est tout à fait simple. Ça reviendra pour les éventuelles actualités de la troisième voie. Tout d'abord, la planète aujourd'hui est dominée plus que par un condominium, est dominée par les États-Unis qui jouent au condominium avec un ensemble de relations bilatérales à la Yalta. Les États-Unis poursuivent une logique de domination mondiale. Oui, le nouveau cycle américain est conservateur. Qui est fondé sur 3 axes précis, qui sont le grand échiquier de Brzezinski, qui considère l'importance de garder le centre euro-asiatique, de mettre tous les players les uns contre les autres, les joueurs, et jamais les joueurs les uns contre les autres, et ce qu'ils sont en train de faire. Le deuxième, c'est Chini, qui a toute une question sur comment renouveler les sources de pétrole, les sources énergétiques, les reprendre, etc. Ce qui a mené toute la stratégie américaine à partir de 1999 jusqu'à maintenant, et qui a rendu les Américains beaucoup plus puissants qu'avant. Et le troisième, c'est Huntington, c'est-à-dire créer le choc des civilisations, créer surtout le chantage psychologique à l'intérieur des sociétés européennes, de toutes les sociétés. C'est une façon de diviser pour mieux régner, et dans laquelle je vois que les imbéciles de chez nous tombent toujours comme des imbéciles, plus que d'imbéciles. Ça, c'est les États-Unis. Pour ce qui concerne la Russie, c'est une autre histoire. La Russie, je crois avoir été l'un des premiers à parler bien de Poutine. J'ai un petit peu revu mes positions parce que je pense qu'il est en difficulté interne et pour pouvoir gérer mieux ces situations internes, il joue un peu. Il a repris des éléments de propagande, de guerre patriotique, etc., qui sert plutôt les affaires internes, mais qui risque de mettre en mauvaise position la Russie dans l'ensemble, parce que la Russie est dans des positions économiques, énergétiques, etc., assez faibles aujourd'hui et sociales. Alors, la Russie, évidemment, pour moi, c'est le partenaire. Quand je dis partenaire, je dis partenaire, partenaire, parce que une chose c'est l'Europe, une chose c'est la Russie, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas que les Russes soient européennes, c'est parce que les Russes ne veulent pas être européennes. Quand on parle avec les Russes, qui répondent au Kremlin, je parle avec eux, ils disent nous ne sommes pas qu'européennes, nous sommes aussi asiatiques. Ce qui ne veut pas dire. Nous sommes une civilisation à part. Voilà. C'est la tendance qui domine actuellement. Alors, chose sur laquelle je n'ai rien contre, mais nous sommes notre nécessité est le partenariat. Et l'axe du partenariat est un seul, celui de toujours, qui pourra nous donner l'avenir, c'est l'axe germano-russe. Et pour casser l'axe germano-russe, évidemment, il y a des manœuvres qui ont été actualisées, qui s'actualisent, y compris en Ukraine, pas qu'en Ukraine. Alors, donc, ce que je vais dire là-dessus, c'est que pour moi, ce qui est prioritaire, ce sont ce n'est pas qui gagne entre deux équipes qui ne sont pas les miennes, mais c'est que mon équipe puisse obtenir un résultat. Bon, ça serait logique à n'importe quel sport. Et dans la politique, dans la vie, c'est encore plus important. Donc, la chose plus importante pour moi, c'est de créer, de former une Europe forte, impériale, qui puisse aller pour les petits éléments qui existent, et qui puisse, dans ce sens-là, s'entendre parfaitement avec la Russie et s'entendre parfaitement avec les pays arabes. Et puis, on verra comment. Voilà. Et il ne faut pas oublier une chose importante, parce que tout le monde, en criant comme de fous furieux, en voyant de partout les Américains qui jouent là-dessus, les pauvres contre les pauvres Russes, etc., ils oublient beaucoup d'éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est qu'en 2008, l'Europe
unis à appuyer la Russie contre la Géorgie. Et c'est le même moment où il y a eu la crise des titres toxiques. Les Américains ont renversé, grâce aux spéculations, toute la crise sur nous pour nous affaiblir l'euro par dedans. Et en même temps, ils ont commencé à jouer pour essayer de bloquer toute émancipation européenne. Parce que je suis tout à fait d'accord que cette Europe est un enfer. Mais je pense que le Parlement italien en 1921 ou le Parlement allemand en 1932 ne te pas mieux que le Parlement de Bruxelles d'aujourd'hui. Donc tout dépend ce que tu vas faire, si tu peux ou tu ne peux pas faire une révolution, ça dépend de toi et pas d'autre chose. Alors que une certaine force de l'Europe qui a toujours été le fantasme négatif des Américains et ce qui a toujours été aussi le problème psychotique de l'idéologie américaine soit là, c'est prouvé par beaucoup de choses. Depuis que déjà l'euro qui a créé, enfin, évidemment, je suis pas fanatique. Il faudrait une souveraineté politique sur l'euro. Il faudrait une souveraineté européenne sur l'euro. Je pense qu'on peut y arriver. Mais quand l'euro s'est affirmé, ce qu'ils ont essayé, ça a obligé les Américains à intervenir contre l'Irak, contre l'Argentine, contre la Libye, pour empêcher tout échange international. Strauss-Kahn, bien qu'il était ce qu'il était, il a été complètement détruit simplement parce qu'il était en train de mettre l'euro dans le panier international, donc permettre à l'Europe d'être importante. L'Allemagne, qui passe d'habitude comme le grand allié des États-Unis, c'est l'Allemagne qui joue l'apaisement à l'Est, c'est l'Allemagne qui essaye d'éliminer Google de l'espace européen, c'est l'Allemagne qui joue sur une technologie aérospatiale différente, et c'est l'Allemagne aussi qui a renvoyé les agents de la CIA de chez elle, et donc depuis 2008, à cause de cette influence évidemment d'entente à l'Est entre l'Europe et l'Est, et jouée surtout par les Allemands, a créé tout un ensemble de choses sur lesquelles aujourd'hui, actuellement, les Américains sont en train d'essayer de contrer les Allemands. Et les Russes sont tombés dans le jeu parce que, pour des questions internes, parce que le coût du pétrole et le problème des conditions sociales sont tels qui créent des énormes problèmes qui sont dits par le Kremlin, ne sont pas dits par d'autres. Et je pense que les Russes préfèrent jouer comme les Argentins avaient joué à l'époque de Malvines, le truc international pour cacher un petit peu le problème interne. Alors maintenant, est-ce qu'on peut s'en sortir? Je pense qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir avec une entente entre l'Europe et la Russie, mais une entente avec l'Europe et la Russie, ça veut aussi dire, bon, mon pote, il faut que nous nous entendions, mais tu te trompes. Oui, mais l'entente à quel prix? Je crois qu'il faut encore repréciser, et je crois que c'est malheureusement nécessaire, qu'autour de ce micro, nous sommes partisans, sur la longue durée, d'une synergie grande continentale entre l'Europe péninsulaire et les espaces russes, voire eurasiatiques. Bon, moi, je reste plutôt rivé sur le terme d'Eurosibérie, qui me semblait assez bien choisi, même s'il ne plaît pas aux Russes. Hein. Les Russes, bien sûr, préféraient Euro-Russie, parce que là, ça les rend, bien sûr, au centre du processus, et on peut comprendre leur logique, alors que nous avons une logique plus égalitaire, même si nous ne sommes pas iréniques et nous ne cachons pas que dans un processus notamment d'accession à la souveraineté pour le continent européen, il y a des États phares, hein, des États qui vont impulser le processus. Nous sommes plutôt sensibles au pôle carolingien, parce qu'au pôle romano-germanique, comme disent les eurasistes. Donc oui, votre approche est très intéressante, Gabriel, et simplement, bon, effectivement, elle montre que cette synergie ne peut pas se faire à ce prix, et on se demande surtout si les élites russes veulent jouer ce jeu. Actuellement, on a le sentiment, et je pense que Arnaud va rebondir là-dessus, que les élites russes veulent s'intégrer dans le système mondial, mais à leurs conditions. C'est-à-dire, nous voulons un regard, un contrôle exclusif de notre sphère d'influence, y compris, même si elle se situe dans votre espace civilisationnel géopolitique, le nôtre. À savoir notamment l'Ukraine, le Bélarus, la question ne se pose pas encore, et surtout aussi les pays baltes, qui commencent à se poser des questions. Et là, je crois que cette question est indépendante aujourd'hui de l'inféodation de ces pays à l'OTAN. Je pense que cette question serait identique
si les Russes étaient confrontés dans cette relation d'attraction-répulsion qui est la leur avec nous depuis des siècles à une Europe souveraine. Je crois que c'est la question que nous devons se poser. Moi, si je me permets de poser cette question, c'est que lorsqu'on embrasse une fois de plus, et je crois que c'est une nécessité dans cette question, la longue durée, on s'aperçoit que ces questionnements et ces propositions sont récurrentes dans les élites russes. Si vous lisez les textes aujourd'hui, notamment les textes du club d'Izborsk, qui est un des clubs qui réunit certaines figures du néo-impérialisme russe, comme Alexandre Douguine et plein d'autres, qui sont traduits aujourd'hui en français sur un site extrêmement intéressant. Ce sont des textes qui sont très éclairants, qui montrent quelles sont les représentations aujourd'hui d'une majorité des élites intellectuelles, mais surtout politiques russes. Alors Arnaud, vous avez pas mal travaillé. Bon, je crois que vous êtes assez ouvert notamment sur le champ économique et social, justement sur le système Poutine, sur le système russe. La dimension surtout oligarchique est connectée aux réseaux mondiaux. Qui est celle du système russe. En fait, oui. Allez-y. Le constat est simple. Soit on dit, comme beaucoup de pro-russes le disent, la Russie c'est un moindre mal. Soit on essaie de réfléchir à ce qu'est le pouvoir russe et comment, de quelle fibre il est composé pour essayer de comprendre si c'est un mal ou un bien d'ailleurs. Toujours avec cette même réflexion, nous sommes Européens. Pour nous. Je rappelle que Monsieur Choprade, à maintes reprises dans ses ouvrages, rappelle cette phrase: les États n'ont que des intérêts. Donc, est-ce que notre intérêt, c'est de jouer une partition complète avec Monsieur Poutine? Oui, nous n'avons que des intérêts, mais par contre, c'est s'incliner aussi, peuvent aussi se décliner selon une scène dialectique avec aussi des valeurs et un projet, une vision. Voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a un pouvoir apparent en Russie qui est plutôt conservateur, on dirait incarné par Monsieur Poutine, vertical. Voilà, on a des effets de manche, des coups de menton. Surtout depuis on a quelques 2013, quelques déclarations choc sur le mariage homosexuel, sur l'avortement, sur le rôle de l'armée, etc. La religion, des choses qui sont plutôt plaisantes aux oreilles de tout un chacun. Voilà. Et ça c'est la première, je dirais, c'est le premier rideau. Et donc sur ce plan-là, Monsieur Poutine, quand on voit nos dirigeants à nous, apparaît comme un géant au milieu des nains, notamment le nain actuel de l'Élysée. Bref. Donc on peut avoir une vision assez positive. Après, quand on rentre dans le fonctionnement du pouvoir russe, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs cercles, qu'il y a des concurrences, mais qu'il y a surtout un tas de gens autour de Monsieur Poutine. Je pense aux fameux 7 banquiers, nos amis les oligarques. D'ailleurs, pour beaucoup nés en Ukraine, c'est assez amusant. À Lviv, à Kiev, etc. Et qui aujourd'hui sont des gens qui ont un pied en Russie, voire même une double nationalité russe et américaine. Ou israélienne. Ou israélienne triple, parce que beaucoup d'entre eux sont d'origine juive. C'est pas non plus les stigmatiser que de le dire. Je pense à Monsieur Blavatnik, je pense à Monsieur Velksenberg, etc., etc. Il y a plein de tous ces braves gens qui sont tous d'ailleurs au top 100 Forbes. Vous pouvez regarder, le classement est sorti il y a 2 jours. Vous les retrouverez. Alors, le premier, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est, ça doit être Vekselberg ou Blavatnik. À partir de la 40e position, vous trouvez tous ces braves gens. Et vous regardez ce qu'ils font, ce qu'ils achètent, qui sont leurs clients, où sont leurs intérêts, quelles sont leurs activités philanthropiques, et vous vous dites, ah, quand même. Effectivement. Alors oui, ils ont soutenu le rouble récemment, mais ils ont aussi soutenu les démocrates et les républicains dans différentes élections. Monsieur Blavatnik a dépensé l'année dernière 106 millions de dollars de soutien dans différentes campagnes électorales américaines. Le jour où les sanctions sont votées, Monsieur Blavatnik dîne avec le couple Clinton. Le jour où les sanctions sont votées, sont retirés de la liste des gens sanctionnables, tous ceux que je cite. Tous les oligarques ont été, je ne dirais pas le terme anglais, mais vous pouvez reprendre la dépêche, ils ont été sortis de cette liste de gens à sanctionner. Tous leurs avoirs sont libres de circulation. Ces braves gens ont un quartier général à Londres, qui est amoureusement surnommé... Rappelons que Poutine est citoyen d'honneur de la City. Voilà, Poutine est citoyen d'honneur de la City. On ne lui aura pas retiré ce titre. Ça peut faire partie des nombreux titres honorifiques qu'on récupère en passant dans toutes les capitales. Par contre, il y a un quartier de Londres qui s'appelle Moscow-on-Thames, qui est un quartier qui est le QG de tous ces braves gens que je viens de citer, dont les enfants sont à Harvard. Monsieur Blavatnik, d'ailleurs, vient de créer la Blavatnik School of Government, qui est du côté d'Oxford. Pardon, j'ai dit Harvard, je me suis
suis trompé, il a fait ses études à Harvard, du côté d'Oxford, qui est une nouvelle école gouvernementale politique entièrement fondée par son argent et sa vision du monde. Ces braves gens sont reliés aussi à un certain nombre d'intérêts israéliens. Il participe de la fondation. D'où la lune de miel aussi. Bon, une des raisons pour la lune de miel entre Moscou et Tel Aviv depuis quelques mois. Il participe aussi très activement au Fonds juif européen, aux différentes initiatives qui vont dans ce sens. Ils ont activement participé à la campagne antifasciste qui a été lancée en Russie ces derniers temps, avec la réception de rabbins du monde entier. Voilà, et à grand renfort de personnalités, chanteurs, sportifs russes qui se présentaient dans des clips vidéo pour dénoncer le fascisme qui était rampant, qui est en train de gangréner la société russe. Et non seulement la société russe, mais l'Europe aussi dans leur discours. Voilà. Et pour terminer, on trouve même pour certains d'Eric Spa et d'autres qui sont des oligarques, je dirais, de deuxième zone, parce qu'ils sont un peu moins riches, ils sont entre 8 et 10 milliards d'euros de fortune personnelle. On les trouve aussi en lien avec la mafia israélo-russe. Voilà. Bon bref, on a tout ce tissu de braves gens. Que l'on pourrait qualifier finalement d'oligarques, ils le sont, avec les 7 principaux, les intouchables, ce que l'on appelle les 7 banquiers. Tous ces braves gens tournent autour de Rosneft, de la société TNK, du groupe AAR, et tous ces braves gens font partie du premier cercle de Vladimir Poutine. Cercle décisionnel, j'oubliais Abramovich, pour les passionnés de football, le propriétaire de Chelsea, entre autres. Voilà, lui, il a compris le message avec aussi. Et tous ces braves gens contribuent quotidiennement au conseil du président Vladimir Poutine. Donc quand on m'explique que la Russie est une alternative au capitalisme, que la Russie est une alternative au nouvel ordre mondial, je dis peut-être qu'une partie des Russes se voient comme tels. Aujourd'hui, dans l'orbe du pouvoir, il y a énormément d'éléments qui le contredisent. Voilà. Des éléments financiers, des éléments économiques, des prises d'intérêt, des intérêts croisés entre Rothschild et tous ces braves gens, qui font que, si l'on réfléchit de manière un petit peu économique à ces affaires, on peut mettre d'un côté les déclarations politiques et de l'autre côté la réalité économique. Bon. Pendant que on se disputait sur l'Ukraine avec la Russie, que les sanctions tombaient, il y a eu un accord entre Exxon, Texaco et Rosneft pour l'extraction du pétrole russe de la mer du nord de la Russie. En plein conflit. Les affaires continuent. On voit vraiment que l'OTAN agresse. Et Rothschild, la famille des Rothschild a récupéré en compensation, puisqu'ils sont au conseil d'administration d'Exxon, ils ont récupéré en compensation l'exploitation de beaucoup de mines d'or russes, exploitation qui a été faite sous forme de concession. Donc, je veux bien qu'il y ait des effets de manche, mais j'aimerais qu'on me parle aussi plus lourdement de l'imprégnation capitalistique du pouvoir russe. Voilà. Vous aurez pu aussi citer la coopération spatiale qui continue, à savoir que les Russes continuent à fournir des fusées, des lanceurs pour les Américains qui ont renoncé donc à la navette spatiale. Oui, il y a plusieurs niveaux de coopération qui sont, je ne sais pas, mais on raisonne logiquement. Si véritablement l'OTAN avait lancé une guerre à outrance telle qu'elle est décrite aujourd'hui par non seulement les médias russes, mais une partie de leurs relais occidentaux, je pense qu'il y aurait un minimum de cohérence, qu'on ne nourrit pas son ennemi. Quand on parle de frottement oligarchique, moi ça ne me dérange pas. Il y a plusieurs groupes. On l'a appris il y a longtemps d'un certain monsieur qui est présent dans ce studio, qui nous a appris comment cette tectonique fonctionnait entre les différents groupes de l'oligarchie. J'ai pas de souci. Mais je vois que tous ces braves gens, Vekselberg, Blavatnik, Abramovich, sont parfaitement bien reçus dans les cénacles de Washington, sont bénis pour l'argent qu'ils distribuent à raison de centaines de millions d'euros annuels, dînent avec les grands de ce monde, peut-être avec les futurs présidents des États-Unis, tout va bien. Tout va plutôt bien pour eux. Donc ensuite l'opposition, j'ai tendance à voir aussi un joli petit théâtre qu'on nous propose, vous voyez. Oui, je vois plutôt un ordonnancement général, sans oublier un facteur duquel il faudrait qu'on parle, parce que si on veut incarner une voix différente, pas oublier la Chine. Il faudrait qu'on en parle un de ces quatre aussi. Pour moi, c'est fondamental, la Chine. Je voudrais seulement rebondir sur ce que vous dites, Arnaud, avec quelques petites précisions qui me semblent nécessaires pour nos auditeurs. Première chose, sur la nature du pouvoir oligarchique russe. Effectivement, les oligarques classiques tels qu'ils ont pu apparaître dans les années 90 et qui ont été incarnés notamment par Mikhail Khodorkovsky. C'est fini. Donc voilà. Mais ces oligarques ont été recrutés parmi les jeunes cadres du Parti communiste, jeunesse communiste. Il y a eu
dans l'entourage Vladimir Poutine, donc qui fait avant tout appel à ses fidèles, notamment les pétersbourgeois, les fameux siloviki, c'est-à-dire les membres des organes, des services, avec la particularité singulière du pouvoir russe depuis l'époque soviétique, c'est-à-dire qu'en Russie, c'est l'accession aux organes de pouvoir, en particulier les structures de force, donc services secrets, armée, procurature, etc., qui vous donne une position économique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le pouvoir, la puissance va vous donner la richesse. C'est-à-dire que ce sont ces hauts fonctionnaires, ces hauts responsables du pouvoir russe, des sphères de pouvoir russe qui vont se partager le gâteau, notamment de toutes les grandes sociétés énergétiques, etc. Alors, c'est encore vrai autour de Rosneft, ça Gazprom. Ça montre bien une nature oligarchique particulière, mais qui ressort de ce léviathan qui est le pouvoir russe, d'où tout émerge de cette manière, ce pouvoir démiurge. Deuxième chose intéressante, il y a eu un tournant conservateur, un tournant idéologique avec Vladimir Poutine à partir d'octobre 2013. Jusqu'à maintenant, Vladimir Poutine a fait preuve d'un certain pragmatisme, il s'est donné une certaine souplesse pour agir dans le monde au nom d'un libéral patriotisme assez souple. À partir de 2013, on a décidé de revenir un petit peu sur un format tel qu'il existait peu ou prou à l'époque soviétique, c'est-à-dire une idéologie officielle, qui est celle du conservatisme moral. Bon, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que véritablement cette posture est sincère? Est-ce qu'elle répond véritablement à quelque chose de fondamental? Alors, on pourrait se poser deux questions. D'abord, premièrement, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Alors que Vladimir Poutine a quand même renforcé son pouvoir dès le début des années 2000, avec la verticale du pouvoir et la démocratie souveraine, hein, ces deux concepts qui ont été générés par son éminence grise Vladimir Surkov. Et d'autre part, est-ce que ça correspond véritablement, est-ce que c'est en résonance avec la nature, le mode de vie, les comportements de cette oligarchie? On pourrait se poser la question, pourquoi Vladimir Poutine envoie par exemple sa fille séjourner pendant très longtemps aux Pays-Bas, où ils avaient des avoirs immobiliers? Pourquoi Sergei Lavrov, le sémillant ministre des Affaires étrangères, faisait encore étudier sa fille aux États-Unis il n'y a pas si longtemps? Que la majorité, non seulement des hauts fonctionnaires du pouvoir russe, mais aussi des oligarques, donc dans l'entourage de Poutine, envoient leurs enfants étudier en Occident, dans les écoles privées hors de prix de Suisse ou d'ailleurs. Pourquoi les envoie-t-on dans ce nid de perdition qui est notre Occident décadent? Là aussi, on peut se poser quand même des questions. On peut se poser si, en fin de compte, cette nouvelle idéologie n'est pas purement instrumentale. D'abord, elle vise à répondre à un consensus général de la société russe, donc c'est un consensus à minima, qui évite de poser des questionnements identitaires trop prégnants, notamment vis-à-vis de la sphère nationaliste russe, proprement dite. Et d'autre part, est-ce que ce n'est pas aussi une visée expérimentale au niveau international? Je pense que nous pouvons penser légitimement que Vladimir Poutine, à travers, bien sûr, les rapports de ses services, est parfaitement conscient de l'état de nos sociétés, de l'état des sociétés occidentales, des pouvoirs occidentaux. L'Europe est aujourd'hui un ventre mou, un vide stratégique, malgré la présence toujours de l'OTAN, mais une OTAN en période de base ZO, qui a désarmé une partie de ces éléments conventionnels. Est-ce qu'il n'y a pas de volonté d'instrumentaliser des forces politiques dans la lignée des intérêts russes, proprement dit? Notamment les forces de droite ou et ils auraient tort de s'en priver. En ce qu'on appelle la mise en place de nouveaux conserves internes, une sorte d'intendance conservatrice sous direction moscovite, avec des visées purement instrumentales. Je pense que le Lobe doré a pu s'en apercevoir récemment. Le Lobe doré était dans les mondes grâce de Moscou, grâce au missile Dugin. Syriza, la Russie joue à la fois la carte Syriza, la carte Lobe doré. Ça n'a pas joué à Lobe doré, hein. Par l'entremise de Dugin, tout à fait. Pas un centime. Oui, mais par l'entremise de Dugin, oui. Oui, mais ils n'ont pas reçu même pas un centime. Peut-être, mais en tout cas, ils ont montré. C'est significatif. Oui, mais là, aujourd'hui, je ne pense pas que les hiérarques russes lèveraient le petit doigt si Syriza a accentué la politique de répression vis-à-vis d'Abu Doré. D'une certaine manière. Maintenant, bien sûr, comme on le dit, les États ont leurs intérêts. On n'est pas dans des comportements d'enfants de cœur. Mais il y a la fameuse réelle politique. Mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être posé. Le leitmotiv, c'est nous. Voilà. Et surtout, est-ce que ces arrière-pensées, ces calculs russes sont compatibles avec notre vision de l'Europe, surtout notre volonté de faire émerger une Europe intégrée au lieu d'une Europe divisée, fragmentée, d'ailleurs, qui rejoignent les visions de nombreux souverainistes. Une Europe éclatée entre États-nations, ou dans laquelle la Russie pourrait jouer de relations bilatérales avec les acteurs principaux que sont notamment l'Allemagne, la France ou l'Italie, dans la pure perspective de ses intérêts, c'est-à-dire, vous nous fournissez notre technologie, vous achetez notre énergie, point barre.
le reste, une Europe intégrée pourrait être perçue, et moi en tout cas c'est une de mes intuitions, et même une de mes convictions, comme un danger permanent, avec cette diabolisation de l'Occident qui aujourd'hui bat son plein aussi. Et une fois de plus, je crois qu'il faut le préciser, c'est que dans l'esprit de nombreux Russes, dans la majorité des Russes, on ne fait pas la différence entre les dissidents de l'Occident que nous sommes, et puis les Occidentaux proprement dit. Je me permets de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du libre journal des lycéens, donc dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Gabriele Adinolfi, donc président du Centre d'études Polaris, Arnaud de Robert, porte-parole du MAS, Jean Terroir, responsable du MAS Nord et président du Cercle non conforme. Et nous discutons de la perspective de troisième voie à la lumière donc des événements qui ont lieu aujourd'hui en Ukraine et bien sûr éventuellement les remises en perspective et les révisions déchirantes que cela pourrait provoquer et entraîner en tout cas dans nos rangs par rapport à ce nouveau nomos qui s'annonce. En tout cas, concernant des une hégémonie américaine qui reste toujours présente, même si elle est sûrement en période de basse eau et que les Américains ont pris le train en marche de cette manière. Enfin, en ce qui concerne l'Europe. En tout cas, ce qui concerne l'OTAN, je veux dire... ça ne sert plus à rien. Oui, mais justement, on peut se dire que les États-Unis ont été obligés de redonner crédibilité, minimum de crédibilité à l'OTAN, sans pour autant... Ils en ont plus besoin. Oui. Sans pour autant fournir des armes, sans pour autant aller trop loin dans la confrontation avec la Russie, et surtout pour nous faire passer la pilule du TAFTA, pour faire la pilule du traité atlantique. Donc je crois qu'il faut garder un minimum de crédibilité, alors que les regards d'Obama étaient tournés vers l'Asie-Pacifique. Et que Jean, vous voulez dire quelque chose ? Oui, quelques remarques, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'antenne, et donc du coup ça m'inspire des réflexions. Allez-y. Sur la question du conservatisme, on pourrait, par exemple, rapidement se pencher sur le cas de l'avortement ou de la GPA en Russie. C'est-à-dire chez nous, on voit la Russie comme le pays des valeurs, etc., etc. Or, en Russie, l'avortement est bien plus important que chez nous. Il y a la GPA qui est autorisée, etc. Donc, si vous voulez, même de ce point de vue-là, déjà, on peut se poser des questions. On a aussi eu beaucoup de gens, je dirais, dans le milieu antisioniste, qui se sont pris de passion pour la Russie. D'accord. Alors pendant que eux boycottaient les produits agricoles israéliens, la Russie achetait les produits agricoles à Israël, alors que dans le même temps, elle boycottait nos produits à nous. Vous voyez un peu le jeu de triangle. Donc en fait, on se rend compte que même du point de vue de l'antisionisme, aujourd'hui, on oublie qu'il y a 20% des Israéliens qui sont russophones. Et aujourd'hui, les Russes sont mieux reçus en Israël qu'Obama, qui d'ailleurs n'a pas mis les pieds une seule fois en Israël lors de son premier mandat présidentiel. Voilà, donc par exemple, de remarques sur le conservatisme, la question donc de ceux qui se prennent de passion pour la Russie par antisionisme. Après, j'aimerais aussi qu'on voit, on revient toujours finalement au nous. Gabriele Adinolfi disait tout à l'heure qu'il voyait bien la question d'un rapport qui se ferait géopolitiquement entre l'Allemagne et la Russie. C'est ce que j'avais d'ailleurs écrit dans un article que j'avais intitulé « Le couple franco-allemand doit-il faire chambre à part ?» Ou schématiquement, je disais que peut-être dans une perspective de reconstruction, on aurait peut-être besoin de repositionner la France et les pays méditerranéens dans une sorte d'union latine, de repositionner l'Allemagne dans une sorte de confédération germanique. Et j'écrivais dans mon article que ce serait beaucoup plus simple de ce fait-là pour l'Allemagne de nouer des relations bilatérales avec la Russie. Et effectivement, je crois que dans le cas français, on doit se préoccuper, pas simplement évidemment de la Russie, mais on a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a notre contrôle des mers, il y a la question de la Méditerranée, il y a tous les partenariats méditerranéens. Il y a la question évidemment douloureuse de l'immigration aujourd'hui. Je veux dire, là aujourd'hui, on se dit voilà, on est en train de regarder la Russie, etc. Faut pas rêver, c'est pas la Russie qui va demain faire en sorte que on stoppe l'immigration en Europe chez nous. C'est pas la Russie qui va empêcher l'Italie d'avoir de l'immigration, c'est pas la Russie qui va empêcher l'Espagne ou la France d'avoir de l'immigration. Donc. Mais d'ailleurs, la politique, elle s'applique elle-même sur le plan intérieur. Son immigration à la fois intérieure est venue de ces anciennes républiques. Oui, alors comment sont traités notamment ceux qui s'opposent à ce mouvement. Il y a en plus cette dimension, mais parce que la Russie est une fédération en fait, qui est par essence multi-ethnique et multinationale. Multinationale, exactement.
Donc bon, enfin il y a toutes ces questions qui se posent. Je me permettais aussi de réfléchir à cette question finalement d'union latine et d'ensemble germanique et latin, parce que je me dis que même du point de vue de l'euro, aujourd'hui il y a une cabale tout à fait compréhensible, mais qui est menée contre l'euro. Tous les mouvements dits populistes européens se sont pris de passion pour, de leur côté, pour dire à l'euro ceci, l'euro cela. Mais l'euro, ce n'est qu'un élément de la question économique. Hein. Vous avez la question financière, vous avez beaucoup d'autres questions qui rentrent en ligne de compte. Tout résumé à l'euro, c'est quand même curieux. Je m'étonne que certains nous disent d'un côté génial, le rouble, le yuan, ça va être le rempart au dollar, et de l'autre côté, veulent détruire à tout prix l'euro. Je constate de fait que les Russes ont appuyé tous les mouvements anti-euro. Je constate qu'un économiste comme Jacques Sapir, anti-euro, est connecté à la Russie. Depuis 2 ans avant, ils appuyaient l'euro. Depuis 2 ans avant, ils appuyaient l'euro, ce qui est fondamental pour comprendre. Oui, mais il y a un tournant. Donc maintenant, il y a un tournant qui s'opère. On voit tout un tas de mouvements anti-euro qui sont soutenus par la Russie. Enfin, on est dans cette logique de fragmentation. Je rejoins l'analyse de Pascal en disant finalement, est-ce que je serais russe, je me dirais, finalement, un ensemble européen, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, cette remarque vaut aussi pour les États-Unis. Ça reste un ensemble européen. Donc que derrière nous, on le voit comme étant un machin bureaucratique, technocratique, libéral, etc., c'est une chose. Mais c'est pour ça qu'on peut éventuellement vraiment s'interroger effectivement sur l'idée d'un codominium régional qui se remet en place, d'une certaine manière. Pour des raisons différentes, avec des moyens différents, avec des perspectives différentes, mais qui est de fait une sorte de conflit coopération. D'ailleurs, on voit que les Alliés n'ont pas été pressés heureusement, d'une certaine manière, enfin, je dis heureusement, de faire une escalade militaire, de favoriser une escalade militaire, donc dans la guerre qui a lieu actuellement donc entre la Russie et l'Ukraine, parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a une sorte de sortie de Yalta. Les accords de Minsk II sont une sorte de Yalta II. On fait de compte pour X raisons. On a légitimé un statu quo. Qui vise à empêcher non seulement, bien sûr, l'adhésion de l'Ukraine, une adhésion poussée aux instances euro-atlantiques, mais qui n'est pas d'ailleurs demain la veille, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, et les Russes devraient le savoir. S'ils le savent, ils agissent incidemment. S'ils ne le savent pas, c'est qu'ils s'enferment d'un certain aveuglement. Et d'autre part, d'empêcher l'émergence de l'Ukraine comme un acteur, en tout cas souverain, en tout cas qui cherche sa souveraineté et qui a le droit de chercher sa souveraineté. On a vaguement, très rapidement parlé de la Chine tout à l'heure. Là aussi, on peut se dire, s'il y avait une certaine rationalité géopolitique, s'il y avait une volonté véritablement sincère, en tout cas une vision de la part de Moscou d'établir un partenariat nécessaire avec la Grande Europe, ils commenceraient à tourner leur regard vers le fleuve Amour. Parce que là aussi, je pense que vous ne serez pas totalement opposé à ce point de vue. Mais je pense, et nous sommes nombreux à le penser, que le partenariat russo-chinois ne s'inscrit pas dans la durée. Il est purement conjoncturel, il ne peut pas s'inscrire naturel. Il y a un contentieux entre la Chine et la Russie. Ce n'est pas un partenariat, parce que les Russes sont perdants. Puis de partenariat inégal. Les accords qui ont été conclus récemment étaient des accords de dupes, certainement. Et les Chinois seront très contents d'avaler la Russie. Oui, bien sûr. Ils sont déjà en train d'avaler la Sibérie. La Sibérie. Grands espaces, population faible, ressources énergétiques fortes. Sans compter que la Chine, dans les équilibres dans les équilibres asymétriques de la domination mondiale conçue par les Américains et aussi voulue par les choses, la Chine est le principal élément de cohabitation des Américains, enfin à la russe comme à l'époque, je veux dire. Donc il y a une Yalta. Le vrai couple, il est américano-chinois. Voilà. Ben oui, le dollar se maintient surtout dans la WTO. Et donc disons que autre chose que je vois parfois, parce que je pense que dans les solutions non milieu, il faut des psychiatres. De vrais psychiatres. Parce que parmi les grands trucs, c'est la grande victoire du BRICS. Alors, ils voient le BRICS comme quelque chose d'anti-occidental. Le BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Alors, je vois, il y a le Brésil qui est le centre de banque de mondialisation, et qui est le partenaire américain dans l'Amérique latine,
il y a l'Inde, bon, un peu particulier, il y a toutes les économies qui sont en train de nous détruire, et il y a l'Afrique du Sud, contre laquelle le nôtre parle tout le temps en disant qu'il y a l'extermination de blancs, et puis ils sont là à se les soutenir parce qu'ils seraient contre l'Occident. Alors, je veux dire, il faudrait quand même un bon ensemble de psychiatres dans ce milieu. Hein. Non, mais il est vrai que, comme je crois que c'est Jean qui le souligne tout à l'heure, que bon, on est dans, il y a aussi une dimension passionnelle dans cette affaire, où on projette des visions, des espoirs, des craintes sur un pays que beaucoup connaissent mal. Et on le voit avec, bon, on pas que sur un pays, hein. Oui, sur un pays. Sur attends, pas que sur un pays. Mais c'est un truc qui arrive toujours, qui arrive même avec le leader du. Alors, justement, Plotin disait, il y a aucun dieu qui prendra les armes à la place de celui qui, plutôt que combattre, prie ou pleurniche. Et ça, c'est le seul problème. Parce que si nous allons discuter si la Russie est bien ou si la Russie est mauvais, c'est un faux problème. Le problème, c'est ce que tu peux faire avec les Russes. Parce que, évidemment, là, ce qui vient d'évoquer Arnaud, ce qui est bon de Poutine, est tout à fait bon, ce qui est bon de Poutine. Mais ISIS dit la même chose à ses mêmes propos. Et alors, ISIS, c'est mauvais. Alors, pourquoi? Alors, la question, c'est de penser quels sont les vrais problèmes. Alors, les vrais problèmes, parce que l'histoire est faite par beaucoup d'éléments, y compris des éléments sacrés, y compris des éléments physiques, y compris des dynamiques, etc. Et ça bouge. Alors, les seuls problèmes qui nous mettent vraiment en difficulté pour le futur sont trois. La baisse démographique, la forte immigration et le sida mental. En Occident, nous avons le sida mental. Alors, avec ceci, nous sommes bloqués. Pour le reste, les choses vont toutes seules et vont exactement comme elles sont toujours allées. Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans un système complètement différent et dans une question de force complètement différente. On est dans le même équilibre de 1940. Alors, l'entente entre l'Allemagne et la Russie a rendu forte l'Europe et créé une possibilité que l'Europe devienne un sujet. À ce moment-là, on a essayé de casser cette alliance germano-russe. Et on joue encore là-dessus, comme pendant les années 40, sur l'entente ou sur la rupture germano-russe. En même temps, les Allemands sont ceux qui dominent cette Europe actuelle, bon, qui est ce qui est, mais c'est eux qui la dominent, et ils commettent l'erreur qu'ils ont commis à l'époque, mais bien que c'était une autre Europe, c'est celle-ci d'essayer de ranger à leur côté les Anglais qui sont les vrais ennemis, ce sont ceux qui foutent la merde un peu partout. La France, comme à l'époque, pas l'auteur de choses, s'est fait complètement inverser et toute la politique française est divisée entre le parti allemand et le parti anglais. Et nous sommes exactement dans une situation capitaliste, exactement comme en 1940. Les équilibres historiques de peuple ne changent pas. Ce qui change sont les systèmes et ce qui change sont les esprits. Alors, je veux bien qu'on puisse travailler d'une façon révolutionnaire pour un esprit gagnant. Mais quand j'écoute qu'on essaie de revenir sur la belle France d'un temps, je me demande comment on peut le faire avec un pays dont un tiers aujourd'hui de gens sont pas autochtones et où il n'y a pas une élite dominante. Alors, la France, c'est un petit peu une espèce, il peut avoir un patriotisme nationaliste à la Suisse, il peut représenter que dalle, sauf s'il a fait quelque chose de révolutionnaire dans son esprit. Et ces choses de révolutionnaire dans son esprit ne peut pas être hérocentrique, ne peut pas être d'une situation de émancipation vis-à-vis de bloc, et ne peut pas faire face à la grande menace, même économique et démographique, qui vient de l'Est et à la maîtrise américaine de tout. Et on ne peut pas le faire sans une grande Europe. Point. S'il n'y a pas une grande Europe, et vite, bientôt, on ne parlera même pas français. Bien entendu, Jean. Oui, en fait, vos auditeurs pourront assez simplement se reporter à tous les chiffres, maintenant qu'on trouve très simplement en allant sur des plateformes internet quelconques, où on voit que de toute façon, du point de vue militaire, du point de vue économique, du point de vue de la monnaie, etc., il n'y a que l'Europe unie qui est une puissance. Bien sûr. Si on met, je sais bien que ce type de propos aujourd'hui n'est pas trop à la mode, mais c'est vrai que
Il est dans le cadre de cette émission. Oui, d'accord. Même si, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est ça aussi le paradoxe que je vois. C'est d'un côté de dire, je crois fondamentalement, peut-être de façon naïve, hein, mais que éventuellement il aurait été plus intéressant pour les partis dits populistes, encore une fois, je vais les qualifier comme ça, de prôner une réforme à l'intérieur des institutions européennes. Une refonte, voilà. Plutôt que d'être dans la stratégie de l'éclatement. Et je pense que ce qui sert nos ennemis, c'est la stratégie de l'éclatement. C'est qu'ont fait nos ennemis, ils ont toujours voulu faire en sorte que les Européens, quand j'entends certains souverainistes français m'expliquer que de toute façon, si la France sort de l'Europe, après on fera la guerre à l'Allemagne, etc., il y en a qui le disent. Je me dis, mais où on est? Enfin, c'est-à-dire qu'on est complètement à côté des enjeux. Les enjeux sont pas ceux-là. Les enjeux, c'est d'avoir une place. Alors, on a une zone grise aujourd'hui. Oui, je suis favorable à la guerre contre l'Allemagne parce que je pourrais peut-être voir défiler quelqu'un de beau sur l'Arc de Triomphe. Ça, c'est la touche esthétique italienne typique. On reconnaîtra notre cher Gabriel avec. Non, c'est vrai que ces questions-là posent tout simplement la question de qui nous sommes, que ce que nous voulons être et à quelle dimension cela doit se faire. Comme je crois que vous le disiez souvent, Arnaud, bon, le cadre national est une étape. C'est un cadre dans lequel nous évoluons, mais qui n'est pas une finalité en soi. D'ailleurs, l'histoire le montre, la nation n'a pas été de toute origine, même s'il y a des visions historiques. Une nation qui essentialise ces notions de nation. On est dans la question, puisque le sujet du jour, c'est la troisième voie est-elle d'actualité. En fait, moi, j'en compte plus 3, j'en compte plus 2, j'en compte qu'une, la seule, la nôtre, celle d'une Europe souveraine, celle d'une Europe puissance, qui fonde son identité sur 30 000 ans d'histoire et qui fonde sa puissance sur la coopération de l'intelligence et de l'idée. Ouais, et surtout avec les positionnements que cela implique. Ça n'est pas nier les nations, qui sont véritablement le cadre historique, ça n'est pas nier les régions, qui sont le cadre linguistique et culturel, mais c'est aussi penser à un bloc puissance, un bloc central. Enfin, cette idée-là, comment peut-elle passer? Comment peut-elle être oubliée? Comment peut-elle être occultée? Et comment définir une autre voie? On m'a parlé de la 4e théorie politique, hein, je l'ai frottée, celle-là. Gabriele, je crois, a eu un terme définitif il y a quelque temps quand on en discutait, fantasme. Voilà. Oui, non seulement fantasme, mais c'est aussi on va dire le cache-sexe, c'est le paravent. Je vais être très clair. De vieilles représentations chauvinistes, revanchistes et impériales. Et aussi, je reviens sur année devant et semelle de plomb, parce que c'est l'actuel mental et spirituel de la Sainte-Droite, globalement. Hein. Il y a beaucoup de désespoir, c'est pour ça que tu avais parfaitement raison de citer la recherche du maître, du sauveur, hein, du super-héros cosmoplanétaire qui va tous venir nous libérer parce qu'on est incapable d'auto-générer finalement l'énergie nécessaire de notre propre libération. Donc c'est un mythe du peuple élu, celui-là. On est encore dans une implantation. Très rapidement, beaucoup de réactions d'auditeurs, une d'entre elles qui nous semble intéressante, hein, en tout cas, qui nous conforte, bien sûr. Oui, à des degrés divers quand même, faut le dire. Hein. Donc c'est d'ailleurs une réaction de Jacques de Limoges, que certains d'entre nous connaissent. Merci Pascal pour cet éclairage en contrepoint du consensus poutinolâtre à droite. D'une part, le pouvoir russe n'est pas l'idéal, malgré toutes ses qualités dont nous sommes conscients et admirateurs. D'autre part, les Ukrainiens ont aussi droit à leur identité et à la vérité sur leur histoire. Je suis comme beaucoup à droite, coupé en deux par ce problème ukrainien. Le bon chemin est très étroit et illisible par l'opinion. L'Europe n'existe guère. Voilà le drame. Le problème, c'est exactement c'est le but, que les gens soient coupés en deux. Oui. Mais la question, c'est que ni lui, ni moi, ni vous, ni personne peut résoudre la question ukrainienne. Alors, c'est à eux là, enfin, ils ont leur rôle à jouer. À part ça. Donc, c'est une logique qui continue de nous imposer la logique de l'ultra, du tifosi. Pour lequel tu passes tout ton temps à t'acharner les uns contre les autres pour rien faire. Par contre, la puissance et la conscience permet de tout résoudre. Parce que, par exemple, la question ukrainienne est très simple. Alors, déjà, elle est très simple. Déjà, elle est née par des génocides, de changements de population créés par Staline. Donc, l'Ukraine est quelque chose où il y a de différents peuples, différentes logiques, qui sont plus ou moins réunis par un ensemble de choses, mais qui ont quand même vécu ensemble pendant un certain temps. Alors, si jamais il y avait une importance, il y avait une force européenne qui pouvait permettre de garantir l'autonomie et l'indépendance vis-à-vis de certaines hypothèses éventuelles
de revanchisme russe qui existe ou qui n'existe pas, c'est pas le problème. Et en même temps, de tenir une bonne relation avec la Russie, les choses se résoudraient en elles-mêmes en 3 secondes. Alors, le problème du vide, c'est l'absence du plein. Oui. Alors, c'est pas de quel côté du vide il faut rester, il faut imposer le plein. Et le plein, c'est l'Europe. Oui, mais tout à fait. Je crois que nous serons partisans. Bon, là, c'est les hypothèses. Comme par rapport à ce que vous disiez, Gabriel, bon, la question n'est pas de résoudre la question ukrainienne, nous n'avons pas cette prétention, seulement de jeter un regard qui est le nôtre là-dessus. Effectivement, ce serait à une Europe, ce serait aux Européens à régler ce problème. À régler ce problème avec la Russie en tenant à la fois un langage amical, un langage ouvert, mais aussi un langage de fermeté par rapport à des nostalgies stériles et contre-productives, par rapport aussi à des volontés qui sont de leur côté, et simplement de tenir un langage de fermeté et de vérité par rapport aux intérêts communs qui sont et nous avons un exemple historique qui est tout à fait clair, même si l'amalgame qui est fait très souvent, pour moi, n'est pas bon. Mais à l'époque, tous les gens qui sont arrangés mieux avec l'Allemagne impériale d'il y a 70 ans, c'était ceux qui s'étaient battus contre les Allemands avant. Donc, et c'était mutuel, la considération et la dignité. Tous les gens, à commencer par Darlan, ce sont ceux même les gens qui ont fait la République sociale, ce sont ceux qui s'étaient battus auparavant contre les Allemands. Et donc, sans la faire